En mars 1981, Céleste Arnaud disparaît sans laisser de traces, 3 semaines seulement après son mariage. Les recherches mobilisent toute la région de Bretagne pendant des mois, mais aucun indice concret n'émerge. La jeune femme de 23 ans s'est volatilisée comme si elle n'avait jamais existé. Pendant 22 ans, sa famille refuse de croire à la thèse du suicide avancée par la police, malgré l'absence totale de preuves d'un crime. Puis, en 2003, lors de la rénovation d'une vieille maison familiale, un journal intime est découvert, dissimulé sous les lattes du grenier. Les pages jaunies de ce carnet vont révéler une vérité qui avait été soigneusement enfouie pendant plus de 2 décennies. Mais ce que contenaient ces lignes manuscrites allait bouleverser bien plus qu'une simple enquête froide. Comment une jeune mariée peut-elle disparaître de sa propre maison sans que personne ne remarque quoi que ce soit d'anormal? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. La région de Bretagne, au début des années 80, conservait encore de nombreuses traditions ancestrales. Dans les petites communes côtières, tout le monde se connaissait, les familles vivaient souvent dans la même maison depuis plusieurs générations, et les liens communautaires restaient très forts. C'était un monde où les apparences comptaient énormément, où les secrets de famille se gardaient précieusement derrière les portes closes, et où remettre en question les aînés relevait presque du sacrilège. Céleste Giraud était née à Rennes en 1957. Fille unique d'un employé municipal et d'une infirmière, elle avait grandi dans un petit appartement du centre-ville. Ses parents, André et Simone Giraud, formaient un couple modeste mais aimant. Ils avaient donné à leur fille une éducation soignée, insistant sur l'importance des études. Céleste était une élève brillante, particulièrement douée en littérature et en histoire. Elle dévorait les livres, passant des heures à la bibliothèque municipale. Ses professeurs la décrivaient comme une jeune fille réfléchie, sensible, avec une imagination débordante et une capacité d'empathie remarquable. Après son baccalauréat obtenu avec mention, Céleste avait intégré l'école normale d'institutrice. Elle rêvait de transmettre aux enfants l'amour de la lecture qui l'avait tant nourri pendant son enfance. En 1978, à 21 ans, elle avait obtenu son diplôme et décroché son premier poste dans une école primaire d'un petit village côtier breton à environ 60 km de sa ville natale. C'était une grande étape pour elle. Son premier emploi, sa première vraie indépendance, même si elle rentrait voir ses parents chaque week-end. L'école où elle enseignait comptait 3 classes pour environ 70 élèves. Céleste s'occupait des plus jeunes, les enfants de 6 à 8 ans. Elle adorait son métier. Ses collègues se souvenaient d'une jeune femme enthousiaste, toujours à l'écoute de ses élèves, créant des activités originales pour rendre l'apprentissage vivant. Elle organisait des sorties à la plage pour étudier la faune et la flore locale, emmenait ses élèves visiter le petit musée maritime du village, leur faisait écrire des poèmes sur les marées et les tempêtes. Physiquement, Céleste était une jeune femme au charme discret. Elle mesurait environ 1,65 m, avait de longs cheveux châtain clair qu'elle attachait souvent en chignon pour enseigner, des yeux noisettes expressifs derrière de fines lunettes rondes, et un sourire doux qui mettait immédiatement en confiance. Elle s'habillait simplement mais toujours avec soin, privilégiant les jupes midi et les chemisiers aux couleurs pastel, conformément à ce qu'on attendait d'une institutrice à cette époque. Sa meilleure amie depuis l'enfance, Hélène Blanchard, la décrivait comme quelqu'un de profondément loyal, parfois trop sensible aux critiques, qui avait besoin de se sentir utile et apprécié. Hélène et Céleste s'étaient reconnues à l'école primaire et ne s'étaient jamais perdues de vue. Même après le déménagement de Céleste pour son travail, elles s'écrivaient régulièrement et se téléphonaient chaque mercredi soir. Hélène travaillait comme secrétaire dans une entreprise d'import-export à Rennes et vivait toujours chez ses parents, économisant pour acheter son propre appartement. C'est au printemps 1979 que Céleste avait rencontré Laurent Arnaud.
Il était venu réparer une machine à laver à la pension de famille où elle logeait. Laurent, alors âgé de 24 ans, travaillait comme technicien dans une usine textile locale. Grand, brun, avec des mains calleuses de travailleur manuel, il avait un sourire charmeur et une assurance tranquille. Il était le fils unique de Marguerite et Hervé Arnaud, une famille implantée dans la région depuis au moins 4 générations. La famille Arnaud possédait une grande maison en pierre de 3 étages, située en périphérie du village, avec vue sur l'océan. Hervé Arnaud était décédé d'une crise cardiaque en 1976, laissant Marguerite veuve à 53 ans. Depuis, elle vivait seule dans cette vaste demeure, attendant que son fils se marie pour perpétuer la lignée familiale. Marguerite était une femme robuste au visage sévère, aux cheveux gris toujours tirés en arrière, connue dans tout le village pour son caractère entier et ses opinions tranchées. Elle tenait la maison avec une discipline militaire, entretenait un potager impeccable et assistait à la messe tous les dimanches sans exception. Les fréquentations entre Céleste et Laurent avaient duré un peu plus d'1 an. Laurent venait chercher Céleste après l'école. Il se promenait le long des falaises, allait au cinéma dans la ville voisine le samedi soir, partageait des crêpes dans le petit restaurant du port. Aux yeux de tous, ils formaient un couple charmant. Laurent était prévenant, offrait régulièrement des fleurs à Céleste, la présentait fièrement à ses connaissances. Céleste semblait heureuse, même si Hélène avait remarqué que son amie parlait moins de ses rêves et de ses projets depuis qu'elle fréquentait Laurent. En décembre 1980, Laurent avait demandé Céleste en mariage lors d'un dîner au restaurant. Elle avait accepté avec des larmes de joie. Les parents de Céleste, André et Simone, avaient rencontré Laurent et Marguerite à plusieurs reprises avant le mariage. André trouvait Laurent un peu effacé, mais convenable, tandis que Simone avait exprimé quelques réserves sur Marguerite qu'elle jugeait trop autoritaire. Mais leur fille semblait heureuse, et c'était l'essentiel à leurs yeux. Le mariage avait été célébré le 21 février 1981 à la mairie, puis à l'église du village. C'était une cérémonie traditionnelle, avec une 50aine d'invités, principalement des membres de la famille Arnaud et des habitants du village. Les parents de Céleste avaient invité quelques proches, dont Hélène, qui était demoiselle d'honneur. La réception s'était tenue dans une salle des fêtes locales, avec un repas traditionnel breton et une petite fanfare. Sur les photographies de mariage, Céleste apparaissait radieuse dans sa robe blanche, simple, tenant le bras de Laurent qui souriait fièrement. Marguerite, en tailleur gris foncé, se tenait légèrement en retrait, son visage affichant une expression difficile à déchiffrer. Après le mariage, conformément à la tradition et aux attentes de Marguerite, le jeune couple s'était installé dans la maison familiale des Arnaud. La demeure comportait suffisamment de pièces pour que chacun ait son espace. Mais Marguerite avait tenu à ce que certaines règles soient respectées. Les repas devaient être pris ensemble à heure fixe, le ménage suivait un planning précis et les dimanches restaient sacrés avec la messe matinale, suivie du déjeuner familial. Les 3 premières semaines de mariage s'étaient écoulées dans une apparente normalité. Céleste continuait à enseigner chaque jour, Laurent partait tôt le matin pour l'usine et Marguerite gérait la maison comme elle l'avait toujours fait. Mais pour ceux qui connaissaient bien Céleste, quelque chose avait changé. Hélène avait remarqué lors de leur conversation téléphonique que son amie semblait fatiguée, moins enthousiaste. Quand elle lui demandait comment se passait sa nouvelle vie, Céleste répondait par des phrases courtes et évasives. Le vendredi 13 mars 1981, Céleste avait enseigné normalement toute la journée. Ses collègues ne remarquèrent rien d'inhabituel, si ce n'est qu'elle semblait un peu pâle et préoccupée. À 16h30, elle quitta l'école, après avoir rangé sa classe, saluant la directrice comme chaque jour. Elle marcha jusqu'à la maison Arnaud, un trajet d'environ 15 minutes qu'elle effectuait quotidiennement. Selon le témoignage de Marguerite recueilli plus tard, Céleste était arrivée vers 17h. Elle était montée directement à la chambre qu'elle partageait avec Laurent au 2e étage. Marguerite préparait le dîner dans la cuisine et ne l'avait pas vraiment croisée. Vers 18h,
Céleste était redescendue et avait informé sa belle-mère qu'elle sortait prendre l'air, qu'elle avait besoin de marcher un peu avant le dîner. Elle portait son manteau beige, une écharpe bleue tricotée, et avait pris son sac à main habituel, un petit sac en cuir marron. Marguerite déclara qu'elle n'avait pas trouvé cela particulièrement étrange. Céleste aimait se promener le long de la côte. C'était quelque chose qu'elle faisait régulièrement. La seule chose inhabituelle, selon Marguerite, était peut-être l'heure, car Céleste sortait généralement après le dîner, pas avant. Mais elle n'y avait pas accordé d'importance sur le moment. Laurent était rentré de l'usine vers 19 heures, comme tous les soirs. Marguerite lui avait dit que Céleste était sortie se promener. Ils avaient attendu jusqu'à 19h30, puis Laurent s'était inquiété. Il faisait déjà nuit à cette époque de l'année, et Céleste n'était jamais partie aussi longtemps. Laurent était sorti la chercher avec une lampe torche, arpentant les sentiers côtiers qu'elle empruntait habituellement. Le sentier principal longeait les falaises sur environ 3 kilomètres. C'était un chemin touristique prisé en été, avec des barrières de sécurité aux endroits les plus dangereux. En mars, il n'y avait presque personne. Le vent soufflait fort ce soir-là. La mer était agitée. Les vagues se fracassaient contre les rochers en contrebas avec violence. Laurent avait parcouru tout le sentier dans un sens puis dans l'autre, appelant le nom de sa femme. Mais seul le bruit du vent et des vagues lui répondait. À 21h, ne la trouvant toujours pas, Laurent était rentré et avait appelé la gendarmerie. Une équipe s'était déplacée immédiatement. Les gendarmes avaient entrepris des recherches nocturnes avec des lampes, mais la visibilité était très mauvaise. Ils avaient décidé de reprendre à l'aube avec davantage de moyens. Le samedi 14 mars, au lever du jour, une opération de recherche d'envergure avait été lancée. Une quarantaine de personnes, gendarmes, pompiers et volontaires du village, avaient ratissé la zone. Des hélicoptères avaient survolé la côte. Des plongeurs avaient inspecté les eaux près des falaises. On avait retrouvé l'écharpe bleue de Céleste accrochée à un buisson près du sentier, à environ 1,5 km de la maison Arnaud, non loin d'un point de vue réputé pour sa dangerosité, mais aucune trace de la jeune femme elle-même. L'inspecteur Yves Garnier, un homme de 45 ans avec 20 ans d'expérience dans la gendarmerie nationale, avait pris en charge l'enquête. Il avait interrogé Laurent et Marguerite séparément le samedi après-midi. Laurent était effondré, répondant aux questions d'une voix brisée, répétant qu'il venait juste de se marier, qu'il ne comprenait pas, que tout allait bien entre eux. Marguerite, plus composée, avait raconté les événements de la veille avec précision, insistant sur le fait que Céleste semblait normale, peut-être un peu fatiguée, mais rien d'alarmant. Les gendarmes avaient fouillé la chambre de Céleste. Ses affaires personnelles étaient toutes là, ses vêtements rangés dans l'armoire, ses papiers d'identité dans le tiroir de la table de nuit, son alliance toujours à son doigt, selon Laurent. Seul son sac à main manquait, celui qu'elle avait pris en sortant. Ce détail intriguait l'inspecteur Garnier. Pourquoi prendre son sac pour une simple promenade? Mais Laurent avait expliqué que Céleste emportait toujours son sac, même pour de courtes sorties. C'était une habitude chez elle. Hélène avait été contactée le dimanche 15 mars. Elle était immédiatement venue dans le village, bouleversée. Elle avait parlé longuement avec les gendarmes, racontant sa dernière conversation téléphonique avec Céleste, le mercredi 11 mars au soir. Céleste lui avait semblé distante, avait écourté la conversation en prétextant de la fatigue. Hélène s'en voulait terriblement de ne pas avoir insisté davantage, de ne pas avoir senti que quelque chose n'allait vraiment pas. Les collègues de Céleste à l'école avaient également été interrogés. La directrice, Madame Clémentine Vidal, une femme de 55 ans qui dirigeait l'établissement depuis 15 ans, se souvenait que Céleste lui avait paru préoccupée ces derniers jours, mais elle avait mis cela sur le compte de l'adaptation à sa nouvelle vie de femme mariée. Une autre institutrice, Jeanne Levasseur, avait mentionné que Céleste avait évoqué des difficultés à trouver sa place dans la maison de sa belle-mère, mais sans entrer dans les détails. Les parents de Céleste, André et Simone, étaient arrivés le lundi 16 mars, dévastés. Simone était effondrée, refusant de croire que sa fille aurait pu se suicider.
André, plus pragmatique, voulait comprendre. Il avait demandé à parler longuement avec Laurent, essayant de déceler si quelque chose clochait dans leur relation. Laurent avait juré qu'il s'aimait, qu'il n'avait jamais eu de dispute sérieuse, que c'était incompréhensible. Les recherches s'étaient poursuivies pendant 3 semaines. Des battues systématiques avaient été organisées, élargissant le périmètre chaque jour. Les bois environnants, les champs, les granges abandonnées, tout avait été inspecté. Des avis de recherche avec la photographie de Céleste avaient été placardés dans toute la région. Les médias locaux avaient relayé l'information. Plusieurs témoignages étaient parvenus à la gendarmerie, mais aucun ne menait nulle part. Quelqu'un croyait l'avoir vue dans un bus vers Rennes, un autre dans un café de Saint-Malo, mais chaque piste s'avérait être une erreur d'identification. L'inspecteur Garnier avait également fait analyser la falaise où l'écharpe avait été retrouvée. Les experts avaient conclu qu'une chute à cet endroit était tout à fait possible, surtout par une soirée venteuse, comme celle du 13 mars. Le courant marin dans cette zone était réputé pour être particulièrement violent, capable d'emporter un corps au large en quelques heures. Des cas similaires s'étaient déjà produits dans la région, des promeneurs imprudents, des pêcheurs emportés par une vague. Les corps n'étaient pas toujours retrouvés, parfois jamais. Début avril 1981, faute de nouvelles pistes concrètes, l'enquête active avait été suspendue. Le rapport officiel concluait à une disparition inquiétante avec forte présomption de chute accidentelle ou de suicide. L'absence de lettre d'adieu ne signifiait rien selon les experts. De nombreuses personnes passaient à l'acte impulsivement. Le fait que Céleste ait pris son sac pouvait s'expliquer par l'automatisme, un geste machinal qu'elle faisait systématiquement en sortant. Pour les parents de Céleste, cette conclusion était inacceptable. Leur fille n'était pas suicidaire. Elle avait des projets, elle aimait enseigner, elle venait de se marier. Simone répétait inlassablement qu'il devait y avoir autre chose, qu'on avait négligé quelque chose d'important. André, plus résigné, avait fini par accepter qu'il n'aurait peut-être jamais de réponse. Mais tous deux refusaient catégoriquement la thèse du suicide. Les mois qui suivirent furent éprouvants pour tous ceux qui avaient connu Céleste. Laurent continua à vivre dans la maison familiale, avec sa mère. Il retourna travailler à l'usine textile après quelques semaines d'absence. Ses collègues le décrivaient comme un homme brisé, accomplissant ses tâches mécaniquement, parlant peu, évitant les conversations. Le soir, il rentrait directement chez lui, refusant les invitations de ses anciens amis à se changer les idées. Marguerite, quant à elle, sembla vieillir brutalement après la disparition de Céleste. Cette femme, habituellement si énergique et autoritaire, paraissait soudain plus fragile. Elle continua à tenir la maison avec la même rigueur, mais quelque chose dans son regard avait changé. Les voisins remarquaient qu'elle sortait moins, qu'elle s'était repliée sur elle-même. À la messe du dimanche, elle s'asseyait toujours au même endroit, mais gardait les yeux baissés pendant toute la cérémonie. À l'école où Céleste enseignait, sa disparition avait profondément marqué les esprits. Une institutrice remplaçante avait été nommée pour terminer l'année scolaire. Les enfants de la classe de Céleste posaient des questions, voulaient savoir quand leur maîtresse reviendrait. Madame Vidal, la directrice, avait dû expliquer avec des mots simples que Céleste ne reviendrait pas, qu'elle avait eu un accident. Plusieurs parents d'élèves avaient participé aux recherches, et l'échec de celle-ci laissait un goût amer dans toute la communauté. Hélène Blanchard était rongée par la culpabilité. Elle se reprochait de ne pas avoir été plus attentive lors de leur dernière conversation. Avec le recul, elle se souvenait de petits détails qui auraient dû l'alerter. Céleste qui changeait de sujet quand elle parlait de sa vie à la maison, qui inventait des excuses pour écourter leurs appels téléphoniques, qui avait annulé leur dernière sortie prévue ensemble à Rennes. Hélène se demandait si son amie avait essayé de lui dire quelque chose sans oser le formuler clairement. Les parents de Céleste, André et Simone, retournèrent à Rennes, le cœur déchiré. La chambre de Céleste dans leur appartement restait intacte, comme un sanctuaire figé dans le temps.
Simone y passait des heures, feuilletant les anciens cahiers de sa fille, relisant les lettres qu'elle leur avait envoyées depuis son premier poste d'institutrice. Elle cherchait désespérément un indice, quelque chose qui pourrait expliquer ce qui s'était passé. André, plus pragmatique, contacta un avocat pour entamer des démarches juridiques. Sans corps, la situation légale était complexe. Il faudrait attendre des années avant que Céleste puisse être officiellement déclarée décédée. En attendant, ils étaient dans un vide juridique et émotionnel insupportable. André exigea que l'enquête soit maintenue ouverte, même si les recherches actives cessaient. L'inspecteur Garnier lui promit que le dossier ne serait jamais complètement fermé. Les années passèrent, transformant lentement la douleur aiguë en une mélancolie sourde. En 1988, 7 ans après la disparition, Laurent Arnault entama les démarches légales pour être officiellement déclaré veuf. La loi française permettait, après une absence prolongée et inexpliquée, de demander une déclaration judiciaire de décès. Les parents de Céleste ne s'opposèrent pas, comprenant que Laurent avait besoin de tourner la page, même si eux-mêmes n'y parvenaient pas. Laurent ne se remaria jamais. Il continua à vivre avec sa mère dans la grande maison familiale. Les habitants du village s'étaient habitués à le voir, cet homme solitaire qui marchait chaque soir le long des mêmes sentiers côtiers où sa jeune épouse avait disparu. Certains le trouvaient touchant dans sa fidélité à la mémoire de Céleste. D'autres pensaient qu'il aurait dû refaire sa vie. Hélène, de son côté, se maria en 1986 avec un comptable nommé François. Ils eurent 2 enfants et s'installèrent dans une maison près de Rennes. Mais jamais Hélène n'oublia Céleste. Chaque année, le 13 mars, elle allumait une bougie à la mémoire de son amie disparue. Elle avait gardé toutes les lettres que Céleste lui avait écrites, relisant parfois ces pages avec nostalgie et tristesse. Simone Giraud décéda d'un cancer en 1995, à l'âge de 63 ans. Sur son lit de mort, elle fit promettre à André de ne jamais abandonner l'espoir de découvrir ce qui était arrivé à leur fille. André lui promit, même s'il savait au fond de lui que la vérité ne sortirait probablement jamais. Il continua à vivre seul dans leur appartement de Rennes, travaillant jusqu'à sa retraite en 1999, puis passant ses journées à lire et à se promener. Marguerite Arnault s'éteignit en novembre 1998, à l'âge de 75 ans, des suites d'une longue maladie. Laurent organisa des funérailles simples, auxquelles assistèrent quelques membres éloignés de la famille et des voisins. Après la mort de sa mère, Laurent vécut complètement seul dans l'immense maison. Il continua à travailler à l'usine jusqu'à sa retraite anticipée en 2001. À 56 ans, il se retrouva seul avec ses souvenirs dans cette demeure qui semblait de plus en plus grande et vide. La maison Arnault, autrefois si bien entretenue, commença à montrer des signes de négligence. Laurent ne s'occupait plus du jardin, comme le faisait sa mère. Les volets restaient souvent fermés, donnant à la bâtisse un air abandonné. Les habitants du village évitaient de passer devant, trouvant l'endroit sinistre. Des rumeurs couraient parmi les plus jeunes, des histoires de fantômes et de malédictions, comme il s'en raconte toujours dans les petites communautés. Au printemps 2003, 22 ans après la disparition de Céleste, un événement inattendu vint bouleverser cette histoire, figée dans le temps. Marguerite Arnault avait une nièce, Sophie Leclerc, fille de sa sœur cadette décédée dans les années 70. Sophie, alors âgée de 28 ans, travaillait comme architecte d'intérieur à Paris. Elle avait grandi à Nantes, chez son père, n'ayant eu que peu de contact avec la branche bretonne de sa famille. À la mort de Marguerite, Laurent avait hérité de la maison familiale. Mais en 2002, il avait été diagnostiqué d'un cancer du poumon, conséquence de décennies de tabagisme. Face à la maladie et sans descendance, Laurent avait décidé de léguer la propriété à Sophie, sa cousine, la seule famille qui lui restait. Il décéda en janvier 2003, emportant avec lui les secrets et les souvenirs de sa courte vie conjugale. Sophie, qui n'avait jamais vraiment connu Laurent et n'était venue dans cette maison qu'une seule fois enfant, se retrouva propriétaire d'une vaste demeure en pierre en piteux état.
Elle envisagea d'abord de la vendre, mais après une visite en février 2003, elle fut séduite par le potentiel de la bâtisse. L'emplacement était magnifique, avec vue sur l'océan, et la structure générale restait solide. Elle décida de rénover entièrement la maison pour en faire une résidence secondaire, voire une maison d'hôte. Les travaux commencèrent en avril 2003. Sophie engagea une entreprise locale de rénovation. Il fallait refaire l'électricité, la plomberie, réparer la toiture, remettre aux normes l'ensemble de la structure. Les ouvriers découvrirent que la maison était remplie de décennies d'accumulation, des meubles anciens, des cartons poussiéreux, des objets de toutes sortes que personne n'avait touchés depuis des années. Sophie décida de faire le tri elle-même dans les affaires personnelles avant que les ouvriers ne s'attaquent aux gros travaux. C'était un travail fastidieux et émotionnellement épuisant. Elle découvrit des photographies jaunies de sa grand-tante Marguerite jeune, des lettres de la Première Guerre mondiale écrites par son arrière-grand-père, des vêtements démodés dans des malles en bois. Le grenier sous les combles du 3e étage était particulièrement encombré. On y accédait par une échelle pliante et une trappe étroite. L'espace était bas de plafond, sombre, avec des poutres apparentes et une odeur de renfermé. Des décennies de poussière recouvraient tout. Sophie y monta un samedi après-midi de mai, équipée d'une lampe torche et de gants. Il y avait là des dizaines de cartons, des meubles cassés, de vieilles valises éventrées. Elle passa plusieurs heures à trier, décidant ce qui méritait d'être conservé et ce qui partirait à la déchetterie. C'est en déplaçant une vieille malle remplie de draps moisis qu'elle remarqua quelque chose d'étrange. Plusieurs lattes du plancher, dans un coin reculé sous la pente du toit, semblaient disjointes. En s'approchant, elle constata que 3 planches étaient en réalité simplement posées, non clouées. Par curiosité, Sophie souleva ces planches. En dessous, creusé dans l'isolation entre les poutres, se trouvait un petit espace vide. Et dans cet espace, soigneusement enveloppé dans un sac en plastique pour le protéger de l'humidité, il y avait un cahier à couverture rigide bleue. Sophie le sortit délicatement, son cœur battant sans qu'elle sache vraiment pourquoi. Elle ouvrit le sac plastique et découvrit un journal intime. Sur la première page, d'une écriture soignée et régulière, était inscrit un nom, Céleste Giraud. Sophie resta pétrifiée. Ce nom lui disait vaguement quelque chose. Elle descendit du grenier avec le cahier et fit quelques recherches sur Internet avec son ordinateur portable. Elle découvrit rapidement l'histoire du Desaparecimentos de 1981, les articles de presse de l'époque, les recherches infructueuses. Sophie comprit immédiatement l'importance de sa découverte. Elle ouvrit le journal avec précaution. Il contenait des dizaines de pages manuscrites, datées entre octobre 1980 et mars 1981. Les premières entrées étaient légères, joyeuses même, racontant les préparatifs du mariage, l'excitation de commencer une nouvelle vie. Mais au fil des pages, le ton changeait progressivement. Sophie passa la soirée entière à lire le journal de Céleste. Ce qu'elle découvrit la glaça d'effroi. Les pages révélaient une réalité totalement différente de ce que l'enquête de 1981 avait conclu. Céleste n'avait pas été une jeune mariée heureuse sur le point de se suicider. Elle avait été une femme progressivement étouffée, contrôlée, réduite au silence. Les premières semaines après l'installation dans la maison Arnaud, Céleste avait essayé d'être optimiste. Elle écrivait qu'elle devait s'adapter, que c'était normal de prendre du temps pour trouver ses marques. Mais très vite, des tensions étaient apparues avec Marguerite. La belle-mère avait des règles strictes sur la manière de tenir la maison, de cuisiner, de s'habiller, de se comporter. Elle critiquait constamment Céleste, toujours avec des remarques apparemment bienveillantes, mais profondément blessantes. Dans une entrée datée du début mars 1981, Céleste écrivait « Marguerite a dit aujourd'hui que ma façon de repasser les chemises de Laurent n'était pas correcte, que je ne savais rien faire de mes 10 doigts, que ma mère ne m'avait rien appris. Laurent n'a rien dit. Il ne dit jamais rien. Parfois j'ai l'impression d'être devenue invisible dans cette maison. » Plus troublante encore, Céleste mentionnait que Marguerite fouillait ses affaires personnelles.
Elle avait découvert plusieurs fois que ses tiroirs avaient été ouverts en son absence, que ses lettres avaient été lues. Quand elle en avait parlé à Laurent, il avait minimisé, disant que sa mère était simplement curieuse, que ce n'était pas méchant. Le journal révélait également que Marguerite contrôlait les sorties de Céleste. Elle devait justifier où elle allait, avec qui, à quelle heure elle rentrerait. Les visites de Hélène étaient découragées, Marguerite trouvant toujours une excuse pour dire que ce n'était pas le bon moment. Les appels téléphoniques à ses parents étaient surveillés, Marguerite restant souvent dans la pièce quand Céleste était au téléphone. Laurent, selon le journal, était complètement sous l'emprise de sa mère. Il ne prenait jamais le parti de Céleste dans les conflits, même mineurs. Il répétait que sa mère avait raison, qu'il fallait respecter ses règles puisqu'il vivait chez elle. Céleste écrivait sa déception croissante envers l'homme qu'elle avait épousé, si différent de celui qu'elle avait connu pendant leur fréquentation. Une entrée particulièrement poignante datait du 10 mars 1981. « Je me sens prisonnière dans cette maison. J'enseigne toute la journée, je rentre ici et je dois jouer un rôle, être la belle-fille parfaite, sourire, acquiescer, remercier pour des critiques déguisées en conseils. Laurent ne me voit même plus. Il voit ce que sa mère veut qu'il voie. J'ai essayé de lui parler hier soir. Vraiment parler, lui dire que je n'en pouvais plus. Il m'a dit que j'exagérais, que je devais faire des efforts, que c'était difficile pour sa mère aussi d'avoir quelqu'un d'autre dans sa maison. La dernière entrée du journal était datée du 11 mars 1981, 2 jours avant la disparition de Céleste. Elle écrivait « Je ne sais plus quoi faire. J'ai pensé à partir, retourner chez mes parents, demander une mutation dans une autre école, mais j'ai honte d'avoir échoué si vite. Qu'est-ce que mes parents vont penser? Que je n'ai pas été capable de tenir 3 mois? Et Laurent, malgré tout, je crois que je l'aime encore. Ou peut-être que j'aime l'idée de ce qu'il aurait pu être. Il faut que je trouve le courage de lui parler vraiment, de poser un ultimatum. Soit nous trouvons notre propre logement, soit je pars. Je ne peux plus vivre comme ça. » Sophie referma le journal, les mains tremblantes. Le lendemain matin, dimanche, elle contacta la gendarmerie. Elle expliqua sa découverte et demanda à parler à quelqu'un qui pourrait rouvrir l'enquête sur la disparition de Céleste Arnaud. On lui dit de venir le lundi matin avec le journal. Le lundi 13 mai 2003, Sophie se présenta à la gendarmerie avec le cahier bleu. Elle fut reçue par le capitaine Marc Roussel, un homme d'une 50aine d'années qui avait pris ses fonctions dans la région quelques années auparavant. Il écouta attentivement l'histoire de Sophie et examina le journal avec attention. Le capitaine Roussel comprit immédiatement que cette découverte changeait radicalement la perspective de l'affaire. Il contacta l'inspecteur Yves Garnier, maintenant retraité depuis 5 ans, qui accepta de venir consulter le dossier qu'il connaissait si bien. Garnier arriva le lendemain matin, curieux de voir ce qui avait émergé après plus de 2 décennies. En lisant le journal de Céleste, Garnier sentit un mélange de tristesse et de frustration. Comment avait-il pu passer à côté de tout cela en 1981? Mais il savait aussi que les mentalités étaient différentes à l'époque. Les tensions entre belle-mère et belle-fille étaient considérées comme normales, presque attendues. Personne n'aurait pensé à fouiller plus profondément dans la dynamique familiale. Et puis, Laurent et Marguerite avaient semblé si coopératifs, si affligés. Le capitaine Roussel décida de rouvrir officiellement l'enquête. La première étape consistait à retrouver toutes les personnes encore vivantes qui avaient été impliquées dans l'affaire originale. André Giraud, le père de Céleste, vivait toujours à Rennes. Il fut contacté et informé de la découverte du journal. Lorsqu'il apprit la nouvelle, le vieil homme, maintenant âgé de 79 ans, pleura. Enfin, après 22 ans, il allait peut-être savoir ce qui était arrivé à sa fille. Hélène Blanchard, devenue Hélène Morvan après son mariage, fut également contactée. Elle vivait toujours dans la région de Rennes avec sa famille. Quand les gendarmes lui montrèrent des passages du journal où Céleste mentionnait vouloir se confier à elle, mais ne pas oser, Hélène fut dévastée. « Si seulement j'avais insisté davantage », répétait-elle en pleurant. « Si seulement je lui avais dit de venir chez moi, que ma porte était toujours ouverte.
Le capitaine Roussel et l'inspecteur Garnier entreprirent une analyse minutieuse du journal. Ils relevèrent plusieurs éléments troublants. Céleste mentionnait à plusieurs reprises avoir peur de Marguerite, non pas physiquement, mais psychologiquement. Elle écrivait que sa belle-mère avait un regard qui la glaçait, une capacité à la faire se sentir petite et insignifiante avec juste quelques mots. Plus intriguant encore, dans une entrée du 9 mars, Céleste évoquait une dispute violente entre Laurent et Marguerite qu'elle avait entendue la veille au soir. Elle était couchée et il la croyait endormie. Laurent avait apparemment dit à sa mère qu'elle devait arrêter de harceler Céleste, que cela devenait invivable. Marguerite avait répondu quelque chose que Céleste n'avait pas bien entendu, mais le ton était menaçant. Laurent s'était tu après cela. Les enquêteurs décidèrent qu'il fallait fouiller à nouveau la maison Arnaud, cette fois avec ces nouvelles informations en tête. Sophie donna son accord complet, suspendant temporairement les travaux de rénovation. Une équipe technique de la Gendarmerie nationale arriva le 20 mai 2003 avec du matériel moderne, bien plus sophistiqué que ce qui existait en 1981. Les recherches dans la maison durèrent 4 jours complets. Les gendarmes inspectèrent méthodiquement chaque pièce, chaque recoin, avec des caméras thermiques, des chiens spécialement entraînés, des détecteurs de métaux. Le premier jour ne donna rien de concluant. Le deuxième jour, non plus. Le capitaine Roussel commençait à se demander si cette nouvelle fouille était vraiment justifiée. Le troisième jour, un jeune gendarme nommé Thomas Leroy explorait le sous-sol de la maison. C'était un espace humide et sombre, principalement utilisé comme cave et pour le stockage. Il y avait de vieilles étagères en bois remplies de bocaux de conserve datant de plusieurs décennies, des outils de jardinage rouillés, des meubles cassés, entassés. Un des murs était en partie recouvert de vieilles planches en bois, probablement installées des années auparavant pour isoler ou cacher l'humidité. Thomas remarqua que dans un coin, derrière une étagère particulièrement lourde, certaines planches semblaient plus récentes que d'autres. Le bois n'avait pas la même patine, la même couleur. Il appela ses collègues et ils déplacèrent l'étagère avec difficulté. Effectivement, une section du mur présentait des planches qui avaient été installées ultérieurement, probablement dans les années 80, selon l'aspect du bois et des clous utilisés. Le capitaine Roussel fut immédiatement alerté. Avec l'autorisation de Sophie et en présence de plusieurs témoins, ils entreprirent de retirer ces planches. Derrière, il y avait un renfoncement dans le mur en pierre, une sorte de niche d'environ 1 mètre de large et 1,50 m de haut. Et dans cette niche recroquevillée, partiellement momifiée par l'air sec du sous-sol, se trouvait un corps humain. Le silence qui suivit cette découverte fut assourdissant. Tous les présents comprirent immédiatement qu'ils venaient de retrouver Céleste Arnaud, 22 ans après sa disparition. Le corps était dans un état de conservation relatif, permettant une identification. Elle portait encore les vêtements décrits dans le rapport de 1981. Un pull beige, une jupe marron, des chaussures plates. Le sac à main en cuir marron était là aussi, posé à côté du corps. Le périmètre fut immédiatement sécurisé. Une équipe médico-légale fut dépêchée depuis Rennes. Le corps fut extrait avec les plus grandes précautions et transporté à l'Institut médico-légal pour autopsie. Les analyses ADN confirmeraient l'identité dans les jours suivants, mais personne ne doutait qu'il s'agissait bien de Céleste. L'autopsie révéla des informations cruciales. Céleste était décédée des suites d'un traumatisme crânien sévère. L'analyse des fractures du crâne indiquait qu'elle avait reçu un coup violent à l'arrière de la tête, probablement avec un objet contondant. La mort avait été rapide. Il n'y avait aucune trace de chute, aucune blessure cohérente avec une chute depuis une falaise. Céleste avait été assassinée, puis son corps avait été dissimulé dans le sous-sol de la maison familiale. Cette révélation bouleversa l'enquête. Laurent et Marguerite, les 2 seules personnes présentes dans la maison le soir de la disparition, étaient maintenant les principaux suspects. Mais tous 2 étaient décédés. Comment découvrir la vérité? Comment savoir lequel des 2 avait tué Céleste? Le capitaine Roussel et l'inspecteur Garnier reprirent tous les témoignages de 1981.
les analysant à la lumière de ces nouvelles découvertes. Ils remarquèrent plusieurs incohérences dans les déclarations de Marguerite. Elle avait affirmé avoir vu Céleste sortir de la maison vers 18 heures. Mais si Céleste était morte dans la maison, puis cachée au sous-sol, cette déclaration était forcément fausse. Les enquêteurs examinèrent également le timing. Il avait fallu du temps pour tuer Céleste, cacher son corps, installer les planches pour masquer la niche, puis créer la mise en scène avec l'écharpe sur le sentier côtier. Une seule personne aurait-elle pu faire tout cela? Ou bien Laurent et Marguerite avaient-ils agi ensemble? Garnier se souvenait maintenant d'un détail qui l'avait interpellé à l'époque, mais qu'il avait écarté. Quand Laurent était revenu de sa première recherche le soir de la disparition, ses chaussures étaient couvertes de boue, ce qui était normal vu qu'il avait couru sur les sentiers. Mais Marguerite aussi avait de la boue sur ses chaussures, alors qu'elle prétendait être restée à la maison toute la soirée. Elle avait expliqué avoir fait un tour rapide dans le jardin par inquiétude, ce qui avait semblé plausible sur le moment. Les enquêteurs décidèrent de fouiller plus profondément dans le passé de Marguerite Arnault. Ils découvrirent que la femme avait eu une réputation dans le village pour son caractère violent. Plusieurs voisins âgés se souvenaient qu'elle frappait son fils Laurent quand il était enfant, parfois violemment. Son mari Hervé avait été un homme effacé, dominé par sa femme. Après sa mort en 1976, certains avaient murmuré que le stress causé par Marguerite avait probablement contribué à sa crise cardiaque. Un ancien voisin, M. Alain Fontaine, maintenant âgé de 82 ans, se souvenait d'un incident particulier. Quelques semaines après la disparition de Céleste, il avait croisé Marguerite, qui sortait du sous-sol avec des vêtements sales, couverts de ce qui ressemblait à du ciment ou du plâtre. Elle lui avait dit qu'elle faisait des réparations, bouchant des fissures dans les murs. Il n'y avait pas pensé plus à l'époque, mais maintenant ce détail prenait un tout autre sens. Les gendarmes examinèrent le mur où le corps avait été découvert. Les analyses confirmèrent que le mortier utilisé pour sceller partiellement la niche datait effectivement du début des années 80. Quelqu'un avait pris le temps, après avoir caché le corps, de renforcer la cachette, s'assurant qu'elle resterait indétectable. Le capitaine Roussel reconstitua le scénario le plus probable. Le vendredi 13 mars 1981, en fin d'après-midi, Céleste était rentrée de l'école. Une dispute avait éclaté avec Marguerite, probablement la confrontation que Céleste avait prévue dans son journal. Peut-être que Céleste avait annoncé son intention de partir, de quitter la maison, de demander le divorce. Pour Marguerite, c'était inacceptable. Un divorce aurait été un scandale dans cette communauté catholique traditionnelle. Cela aurait entaché la réputation de la famille Arnault. Dans un accès de rage, Marguerite avait frappé Céleste. Peut-être avec un objet qu'elle tenait, peut-être un tisonnier de la cheminée ou un objet lourd dans la cuisine. Le coup avait été fatal. Céleste s'était effondrée. Marguerite, réalisant ce qu'elle avait fait, avait dû prendre une décision rapide. Laurent travaillait jusqu'à 19 heures. Cela lui donnait environ 1 heure. Elle avait traîné le corps de Céleste au sous-sol, l'avait caché dans la niche naturelle du mur. Puis elle était sortie, avait couru jusqu'au sentier côtier et avait accroché l'écharpe de Céleste à un buisson près du point de vue dangereux. En rentrant, elle s'était composée une apparence normale, avait préparé le dîner comme si de rien n'était. Quand Laurent était rentré, Marguerite lui avait dit que Céleste était sortie se promener. Laurent, inquiet après un certain temps, était parti la chercher. Pendant ce temps, Marguerite avait nettoyé toute trace de sang dans la maison, peut-être dans la cuisine ou le salon. Quand Laurent était revenu bredouille, elle avait joué la comédie de la belle-mère inquiète, et ensemble, ils avaient appelé la gendarmerie. Mais une question restait. Laurent était-il complice? Avait-il su ce que sa mère avait fait? Les enquêteurs examinèrent attentivement son comportement dans les années suivant la disparition. Tout indiquait un homme véritablement brisé par le chagrin. Il n'avait jamais refait sa vie, était resté dans cette maison, comme hanté. Soit il était innocent et ignorait que le corps de sa femme se trouvait à quelques mètres sous ses pieds, soit il était un acteur extraordinaire.
Le capitaine Roussel décida d'interroger à nouveau toutes les personnes qui avaient côtoyé Laurent après 1981. Un de ses anciens collègues de l'usine textile, René Duval, se souvenait d'une conversation étrange. C'était en 1999, peu après la retraite de Laurent. Il s'était retrouvé par hasard dans un bar du village. Laurent avait bu plusieurs verres, ce qui n'était pas dans ses habitudes. À un moment, il avait murmuré quelque chose comme « Ma mère a emporté la vérité dans sa tombe ». René n'avait pas compris sur le moment, pensant que Laurent parlait de secrets de famille ordinaires. Un autre témoignage vint d'une infirmière à domicile, Madame Claire Berthelot, qui s'était occupée de Laurent durant ses derniers mois de maladie en 2002. Elle racontait que Laurent, sous morphine et proche de la fin, avait eu des moments de confusion où il parlait à des personnes invisibles. Plusieurs fois, il avait semblé s'adresser à Céleste, lui demandant pardon. « Je ne savais pas », répétait-il. « Je ne savais pas, je te jure. » Madame Berthelot pensait que c'était le délire causé par la maladie, mais peut-être que Laurent était sincère. Les enquêteurs en vinrent à la conclusion la plus probable. Marguerite avait agi seule, dans un moment de rage incontrôlable. Elle avait ensuite manipulé son fils, créé la mise en scène de la disparition et vécu avec ce secret pendant 17 ans, jusqu'à sa mort. Laurent, lui, n'avait probablement découvert la vérité que bien plus tard, peut-être en trouvant un objet compromettant, ou en réalisant quelque chose dans les paroles de sa mère mourante. Mais à ce moment-là, des années avaient passé, sa mère était décédée, et avouer la vérité aurait détruit la mémoire de la famille Arnaud. Il avait choisi le silence, vivant avec ce poids jusqu'à sa propre mort. André Giraud fut informé de toutes ses conclusions. Le vieil homme demanda à voir l'endroit où sa fille avait été retrouvée. Sophie Leclerc accepta, et André descendit dans ce sous-sol humide où Céleste avait reposé pendant 22 ans. Il resta là, en silence, pendant de longues minutes. Puis il remonta, les yeux rouges, mais le visage étrangement apaisé. « Au moins, maintenant je sais, » dit-il simplement. « Je peux enfin faire mon deuil correctement. » Céleste Arnaud reçut des funérailles dignes en juin 2003. Toute la communauté se rassembla pour lui rendre hommage. André Giraud, Hélène Morvan et sa famille, d'anciens collègues de l'école, des habitants du village qui se souvenaient d'elle. Elle fut enterrée dans le caveau familial des Giraud à Rennes, près de sa mère Simone. Sur sa pierre tombale, André fit graver « Céleste Giraud, 1957-1981, enfin en paix ». L'affaire fit la une des journaux régionaux et même nationaux. L'histoire de cette jeune mariée assassinée et cachée pendant 2 décennies dans sa propre maison bouleversa l'opinion publique. Des débats s'engagèrent sur les violences domestiques, sur les pressions familiales, sur l'importance de ne jamais ignorer les signaux d'alarme. Hélène Morvan donna plusieurs interviews, parlant de son amie disparue, du journal qui avait révélé la vérité. Si Céleste avait osé parler plus ouvertement, si j'avais été plus attentive, peut-être que les choses auraient été différentes, disait-elle. J'espère que son histoire servira de leçon. Quand quelqu'un qu'on aime semble en difficulté, il faut insister, ne pas accepter les réponses évasives. Il faut tendre la main encore et encore. Sophie Leclerc, qui avait découvert le journal, décida finalement de ne pas terminer la rénovation de la maison. Elle la vendit à une famille qui ignorait le drame qui s'y était déroulé, préférant tourner la page sur cet héritage familial empoisonné. Avec l'argent, elle créa une association d'aide aux victimes de violences psychologiques domestiques en mémoire de Céleste. Le journal intime de Céleste fut versé aux archives départementales après qu'André Giraud eut donné son accord. Il est maintenant accessible aux chercheurs et aux historiens, témoignage poignant d'une époque où les femmes avaient souvent peu de recours face aux pressions familiales et sociales. L'inspecteur Yves Garnier, maintenant âgé de 67 ans, admit publiquement les erreurs de l'enquête originale. « Nous avons échoué », déclara-t-il lors d'une conférence de presse. « Nous avons accepté trop facilement la version qui nous était présentée. Nous n'avons pas assez creusé dans la dynamique familiale. En 1981, les mentalités étaient différentes. On ne questionnait pas autant l'autorité des aînés.
On ne prenait pas aussi au sérieux les tensions entre belle-mère et belle-fille. Mais ce n'est pas une excuse. Une jeune femme est morte et son assassin n'a jamais été jugé. C'est un échec que je porterai jusqu'à la fin de mes jours. André Giraud vécut encore 4 ans après la découverte de la vérité sur la mort de sa fille. Il décéda paisiblement dans son sommeil en novembre 2007 à l'âge de 83 ans. Selon Hélène, qui lui rendit visite régulièrement jusqu'à la fin, André semblait enfin en paix. Il avait pu tourner la page, sachant ce qui était arrivé à Céleste, sachant qu'elle n'avait pas choisi de les abandonner. L'affaire Céleste Arnaud reste aujourd'hui un cas d'étude dans les écoles de gendarmerie françaises. Elle illustre l'importance de ne jamais présumer, de toujours creuser au-delà des apparences, et de prendre au sérieux toutes les formes de violence domestique, même psychologique. Elle rappelle aussi que la vérité peut mettre des décennies à émerger, mais qu'elle finit toujours, d'une manière ou d'une autre, par refaire surface. 22 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour qu'un simple journal intime, caché sous les lattes d'un grenier, révèle la vérité sur la disparition de Céleste. 22 ans pendant lesquels un secret terrible a été gardé entre les murs d'une maison en pierre face à l'océan. 22 ans pendant lesquels une famille a vécu dans le mensonge et la douleur. Cette affaire nous montre à quel point les apparences peuvent être trompeuses, comment des familles respectables peuvent cacher des secrets terribles, et surtout, combien il est crucial d'écouter vraiment ceux qui nous entourent. Céleste avait essayé de laisser des indices dans ses comportements, dans ses silences, dans ce journal qu'elle avait si soigneusement caché. Mais personne n'avait su les lire à temps. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous remarqué les signaux au fil de cette histoire? Auriez-vous pu deviner ce qui s'était réellement passé? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie sur un cas résolu des décennies après les faits, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Laissez un like si ce récit vous a touché et partagez-le avec quelqu'un qui s'intéresse aussi à ces affaires mystérieuses. Merci de votre attention.